Bonsoir. Cela fait aujourd'hui 3 mois que l'Organisation mondiale de la santé a été informée des premiers cas de pneumopathie inexpliquée à Wuhan, en Chine. La pandémie de Covid-19 touche aujourd'hui l'ensemble des pays de la planète, en même temps ou presque. 179 pays rapportent plus de 823 000 cas et près de 174 000 personnes guéries. Les États-Unis rapportent le plus grand nombre de cas au monde, 175 000, et un tiers des nouveaux cas rapportés ce jour. L'Italie observe près de 105 000 cas, l'Espagne plus de 94 000, l'Allemagne plus de 68 000. Le nombre total de décès de cas confirmés est de 40 600. L'Italie et l'Espagne sont les pays rapportant le plus grand nombre de décès. Plus de 70% des décès sont recensés en Europe. L'Italie déplore 12 428 morts, l'Espagne 8 269, les États-Unis 3 415 devant la Chine. En France, nous sommes mobilisés pour faire face à une épidémie d'impact majeur sur le système de santé et notamment sur les établissements de santé, tout particulièrement les réanimations et leur personnel. Une épidémie sévère, meurtrière, avec un virus très contagieux, touchant tout le territoire national. Les résultats les plus importants, vous le savez, ce sont les données hospitalières de 767 établissements aujourd'hui qui démontrent l'impact national du virus et de l'épidémie toujours en cours. 22 757 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection à Covid-19. Dans les Outre-mer, on relève 158 hospitalisations, dont 36 en réanimation, 49 retours à domicile. On signale 94 cas à Mayotte et un premier décès, et donc 3 décès en Martinique, 5 en Guadeloupe et un décès à Mayotte. Ce soir, 5 565 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation. Vous savez, ces formes graves touchent des adultes. 34% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans et 60% ont entre 60 et 80 ans. 68 personnes hospitalisées en réanimation ont moins de 30 ans. Cette situation est totalement inédite dans l'histoire de la médecine française. Aujourd'hui, 458 patients de plus ont été pris en charge par les services de réanimation sur le territoire national. C'est ce nombre quotidien d'admissions en réanimation qui est le plus important à surveiller pour prédire notre capacité à prendre en charge les malades les plus graves. 3 523 décès ont été observés en milieu hospitalier depuis le 1er mars. 9 444 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis la même date, c'est très important. C'est un nombre qui augmente chaque jour. Toutes les personnes malades en ville et qui, au bout de 8 jours, n'ont plus de symptômes pendant 48 heures, sont aussi guéries et elles sont très nombreuses. Nous surveillons aussi la situation en population par la surveillance syndromique. Les services d'accueil des urgences ont renseigné 4 390 passages, soit 21,5% de leur activité consacrée à des suspicions de Covid. 38% d'hospitalisation après ces passages aux urgences et 5% d'admission directe en réanimation. Les équipes de SOS Médecins rapportent 1718 interventions dans la journée d'hier lundi, contre 1953 pour la journée précédente, pour une suspicion de Covid, soit 25% de l'activité totale. Enfin, les laboratoires de ville ont pratiqué 28 846 tests, dont 8 660 se sont avérés positifs, soit 30% de positivité. Le nombre total de cas confirmés par PCR, selon Santé publique France, s'élève donc ce soir à 52 128. Il y a exactement 3 mois, la Chine notifiait à l'Organisation mondiale de la santé l'existence dans la région du Hubei, à Wuhan, de cas de pneumonie d'origine inconnue. Le 7 janvier, les autorités chinoises signalaient une 60aine de victimes
et isolait un nouveau coronavirus, un nouveau virus humain, le SARS-CoV-2. Le ministère de la Santé en France alertait les agences régionales de santé dès le 10 janvier, puis les professionnels de santé hospitaliers et en ville le 14 janvier par des messages dits MARS, messages d'alerte rapide sanitaire, et DGS urgents, auxquels je vous rappelle, tous les professionnels de santé peuvent s'abonner gratuitement. Le 23 janvier, le CORUS était activé, le Centre opérationnel de réponse et de régulation des urgences sanitaires et sociales, avant même la découverte des premiers cas de Covid-19 sur le territoire. Le 27 janvier, nous avons activé notre centre de crise sanitaire 3 jours avant que l'Organisation mondiale de la santé ne déclare une urgence de santé publique de portée internationale. Et vous savez que la France décidait dans le même temps de rapatrier nos concitoyens de Wuhan dès le lendemain par voie aérienne pour une quatorzaine stricte sur le territoire. Le 14 février, nous déplorions notre premier décès de Covid-19. Le 23, nous passions en stade 1, puis le 28 au stade 2. Le 29, un décret interdisait les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Le 3 mars, l'ensemble des masques sur le territoire national étaient réquisitionnés et les prix des gels hydroalcooliques plafonnés. Le 6 mars, alors que 81 cas de contamination étaient découverts en 24 heures dans la région du Mulhouse, nous demandions à l'ensemble des agences régionales de santé de faire remonter les cas de manière quotidienne. Le 8, afin de limiter la propagation du virus, l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes était décrétée, ainsi que la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires de l'Oise et du Haut-Rhin. Le 10 mars, c'était l'installation du comité scientifique permettant d'éclairer les décisions du gouvernement. Le 11 mars, alors que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros, annonçait une pandémie, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires. 2 jours plus tard, nous passions au stade 3 épidémique et le Premier ministre, Édouard Philippe, annonçait la fermeture des lieux recevant du public, le déclenchement du plan blanc sur toute la France et donc la déprogrammation des actes médicaux et chirurgicaux non urgents afin de libérer un maximum de ressources humaines et de ressources logistiques. Le 16 mars, le président de la République décrétait le confinement et vous savez que depuis le 24 mars, nous avons un comité d'analyse, recherche et expertise pour appuyer les décisions du gouvernement. Depuis le premier jour, notre objectif a toujours été d'offrir les meilleurs soins à chaque patient, et notamment les patients les plus graves nécessitant une réanimation, c'est-à-dire des soins continus, des soins lourds, une intubation, une ventilation mécanique, une perfusion, des drogues très importantes pour maintenir le débit cardiaque, pour aider le fonctionnement rénal. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, une prise en charge en réanimation. Cela nous a conduit, au nom de la solidarité nationale, à opérer des transferts de patients des régions en tension vers les régions les plus épargnées par l'épidémie. Le 18 mars, grâce au soutien des armées, nous avons effectué le premier transfert de 6 patients de réanimation par une opération aérienne dite Morphée. Les 21, 23 et 27 mars, 3 autres opérations du même type ont permis de transférer un total de 18 patients depuis les centres hospitaliers du Grand Est. Le 22 mars, c'était le Tonnerre, bâtiment de la Marine nationale, qui transférait 12 patients depuis la Corse vers la région PACA. Le 26 mars, le premier TGV médicalisé évacué depuis la région Grand Est, 20 malades de réanimation vers les Pays de Loire. D'autres opérations du même type ont été effectuées le 29 mars avec 2 départs depuis le Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine pour un total de 36 patients transférés. Du 27 au 30 mars, grâce au transport héliporté, 10 patients de la région Grand Est et 12 patients venant d'Île-de-France ont respectivement été transférés vers les régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. En Bourgogne-Franche-Comté, 42 patients ont été transférés vers la région Auvergne-Rhône-Alpes par voie terrestre et aérienne. Hier s'est terminée une opération transférant 10 patients de cette même région Bourgogne-Franche-Comté vers la région PACA par voie aérienne. Au nom de cette solidarité nationale et au nom de la solidarité européenne, une nouvelle opération Morphée a eu lieu aujourd'hui. 6 patients de la région Grand Est ont ainsi été transférés chez nos voisins allemands et vous savez que l'Allemagne
nous a même aussi envoyé un avion militaire pour accueillir des patients en Allemagne. À l'heure où nous parlons, d'autres transferts transfrontaliers à destination du Luxembourg, de la Suisse et de l'Allemagne ont eu lieu ou sont en cours pour 121 patients de la région Grand Est. D'autres opérations sont prévues pour soulager nos hôpitaux et nos équipes soignantes. Je peux d'ores et déjà vous annoncer le départ dès demain de 2 TGV médicalisés depuis Paris vers la région Bretagne pour 36 patients graves d'Île-de-France. Grâce à la mobilisation totale de l'ensemble des moyens de l'État, nous comptabilisons aujourd'hui 288 patients lourds, graves, nécessitant des soins complexes, transférés vers des régions moins en tension. Ce nombre est amené à progresser dans les jours et les semaines qui viennent. La région Grand Est est en très forte tension sur son système de santé. La situation est aussi difficile en Île-de-France. J'en appelle donc au volontariat des professionnels de santé compétents en réanimation, médecins, infirmiers, aides-soignants, et les invite à se signaler dès maintenant sur les plateformes du ministère des Solidarités et de la Santé pour soutenir les équipes du Grand Est ou sur la plateforme renfort-covid.fr pour soutenir les équipes d'Île-de-France. Ils seront bien entendu, mais c'est important de le rappeler, hébergés gratuitement. Je tiens à mettre toute la lumière sur la mobilisation extraordinaire des soignants. Qu'ils exercent dans le secteur libéral, hospitalier ou médico-social, leur travail sans répit sur cette crise longue est absolument exemplaire. Il est aussi important de souligner l'union nationale dans cette crise et la mise en place rapide et efficace des coopérations entre les structures publiques et privées. Les établissements privés ont su modifier en profondeur leurs activités pour répondre aux fortes demandes sur l'ensemble du territoire. L'ensemble des soignants du public comme du privé méritent aujourd'hui plus que jamais toute notre admiration et toute notre reconnaissance. Je vous remercie. Une question pour Hospimédia. Les prestataires de services externalisés qui interviennent à l'hôpital et en établissements médico-sociaux craignent de ne plus pouvoir assurer leur mission pour le bio-nettoyage et la restauration notamment. Ils demandent de bénéficier de mesures exceptionnelles pour accéder aux moyens de protection. Est-il prévu de les inscrire dans les secteurs prioritaires ? Oui, alors c'est un travail que nous faisons effectivement d'analyse fine des personnels les plus exposés. On l'a vu pour les services d'aide à domicile. On adapte à chaque fois notre réponse. Comme vous le savez, le ministre l'a annoncé, nous avons commandé des quantités considérables de masques de protection. Nous avons aussi une production nationale de masques de protection qui augmente fortement. Nous avons aussi des masques alternatifs qui permettent de se protéger et d'éviter les projections. Donc toute cette arrivée désormais de commandes et la production nationale et la possibilité d'avoir accès à des nouveaux masques, des masques en tissu, des masques lavables, fait qu'aujourd'hui nous allons pouvoir de plus en plus proposer aux personnes exposées une protection adaptée à leur exposition. Une question pour France Info. Comment les remontées des EHPAD vont être calculées, sachant qu'il n'y a pas de dépistage automatique, ni des cas, ni des décès ? Alors, il n'y a pas de dépistage automatique, ni des cas, ni des décès, mais il y a des responsables d'établissements qui connaissent la conduite à tenir lorsqu'il y a des cas suspects de Covid dans un foyer d'accueil de personnes âgées, et on peut tester les personnes âgées s'il y a une suspicion de Covid. C'est prévu depuis toujours dans la stratégie de test en France. Il y a aussi parfois des décès et le directeur d'établissement est appelé à signaler tout décès suspect, en particulier s'il y a une épidémie en cours au sein de l'établissement, pour que ces remontées soient ensuite consolidées par les agences régionales de santé et que je puisse vous fournir dans les tout prochains jours la mortalité observée en EHPAD. Une question pour France 2, envoyé spécial. Le ministère de la Santé a-t-il prévenu Matignon le 30 janvier que les municipales ne pourraient pas se tenir à cause de la pandémie à venir ? Pas à ma connaissance. De l'APM, d'où viennent les 5 millions de tests diagnostiques rapides que la France a commandés ? Quel pays ? Quel producteur ? Alors, c'est ce que je vous disais sur les tests. Il y a plusieurs types de tests et il ne faut pas confondre tous ces tests. Le ministre s'y est engagé. Nous devons augmenter notre capacité à faire des tests de recherche virale. Ce sont des tests PCR, ce sont des tests qui passent par des laboratoires de virologie. Deuxième type de test, toujours pour chercher le virus présent quand quelqu'un est malade,
ce sont des tests dits non PCR qui recherchent cette fois-ci des fragments du virus, mais qui nécessitent beaucoup moins de technique. Ça peut se faire presque, comme on dit, au lit du malade. Ce sont des tests rapides qui peuvent permettre d'éviter le passage par un laboratoire spécialisé de virologie. Enfin, les tests sérologiques commencent à arriver dans le monde entier, puisque là encore, ce sont des tests qui n'existaient pas. Il faut donc s'assurer de leur fiabilité, de leur sensibilité, de leur spécificité, de leur capacité à ne pas avoir ni des faux négatifs, ni des faux positifs. C'est important évidemment pour les malades. Et donc ces tests se sont produits à la fois par des instituts de recherche et par des entreprises industrielles. Et donc l'objectif de la France, c'est de disposer de tests fiables le plus vite possible et en plus grande quantité possible. Une question pour RTL. Les chiffres à venir sur les EHPAD prendront-ils en compte tous les décès liés au Covid-19 survenus depuis le début de l'épidémie ? Oui, c'est ce qu'on demande aux EHPAD, c'est ce qu'on demande d'ailleurs à tous les établissements qui signalent, puisque je vous donne le bilan chaque soir depuis la mise en place de la surveillance, et en particulier depuis la mise en place du test. Donc vous avez le total du nombre de tests positifs en France. Depuis la mise en place de la surveillance hospitalière, je vous donne des chiffres de patients actuellement hospitalisés, de patients actuellement en réanimation, mais je vous donne aussi le nombre total de personnes qui sont sorties depuis le 1er mars, le nombre total de personnes qui sont décédées depuis le 1er mars. Donc nous aurons une vision globale et je l'espère exhaustive de la situation dans nos EHPAD. Et puis enfin, je vous rappelle qu'il y a un dispositif en France qui est très fiable, c'est celui de la surveillance de la mortalité totale, qui remonte forcément à l'état civil en mairie. Et donc l'INSEE et Santé publique France ont accès à cette mortalité quasiment en temps réel, et donc pourront nous dire si nous observons une surmortalité, un excès de mortalité dans certains départements, dans certaines régions ou au niveau national, et nous aurons ces données chaque semaine portant sur la semaine précédente. Une question pour Usine Nouvelle. Comment l'État prévoit-il de réagir face aux tensions et risques de pénurie de produits injectables d'anesthésie et envisagez-vous des réquisitions ? Alors, c'est une anticipation que nous avons mis en place, puisque vous l'avez vu ce soir, le nombre des patients nécessitant des soins de réanimation augmente de jour en jour. Donc nous avons libéré beaucoup de lits de réanimation, nous avons quasiment doublé en quelques jours notre capacité d'accueil en réanimation. Mais comme je vous l'explique aussi chaque soir, la prise en charge en réanimation, c'est d'abord des hommes et des femmes compétentes, et il faut être formé en réanimation. C'est ensuite un environnement technique. Il faut un lit spécialisé, il faut un respirateur, il faut de quoi surveiller la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, il faut des perfusions, il faut des machines parfois pour soutenir l'activité cardiaque, pour soutenir l'activité rénale, et il faut des médicaments. Et donc, c'est toute cette prise en charge d'un patient grave en réanimation qui a été anticipée, et cela implique des besoins importants, notamment en drogue anesthésique ou en médicaments de réanimation. C'est le cas, malheureusement, dans l'ensemble des pays du monde, et c'est pourquoi nous sommes extrêmement attentifs à toute tension sur ce marché. Il y a beaucoup de solutions qui sont cherchées, notamment par l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais aussi par l'Agence européenne du médicament. On peut trouver des solutions locales, on va dire des prêts entre établissements de santé, on peut trouver des solutions nationales avec des réquisitions entre guillemets de stocks non utilisés dans des régions où il y a moins de cas. Donc là encore, ce sont des signes de solidarité nationale qui s'expriment entre établissements, et puis nous mobilisons bien entendu les industriels du médicament pour nous assurer que l'ensemble de leur capacité de production d'une part et que l'ensemble de leur production est utilisable pour nos malades. Une question pour France 24. Où en est-on des tests diagnostiques et à quel moment pourra-t-on tester massivement les Français dans l'optique de la levée du confinement ? Alors, première étape, évaluer l'impact des confinements d'ici la fin de la semaine. Comme je vous l'ai dit, l'indicateur principal sera l'évolution du nombre d'admissions en milieu hospitalier et tout particulièrement en réanimation, puisque c'est les patients les plus lourds. C'est là qu'il faut que nous portions tous nos efforts pour être capables d'accueillir ces patients graves en réanimation dans les conditions optimales. Ensuite, sur la sortie du confinement, il y aura de toute façon énormément de questions à se poser, mais nous aurons besoin de deux types de tests. D'être toujours capable de détecter des patients malades sur le territoire national, entrant sur le territoire national, ou l'apparition éventuelle de cas groupés comme on en a connu, si le virus se remet à circuler. Et nous aurons aussi à répondre à des questions importantes des Françaises et des Français, notamment, ai-je été infecté par ce virus ? Suis-je protégé ?
Et donc là, c'est un autre type de test, c'est justement les tests sérologiques qui permettent de savoir si oui ou non on a des anticorps, et donc si oui ou non on est protégé contre ce virus qui a circulé parce qu'on a été malade ou parce qu'on a présenté des symptômes bénins et qu'on a besoin de savoir si l'on est immunisé ou pas. Une question pour pharmaceutique. Tous les soirs sont annoncés les chiffres des guéris sortis de l'hôpital. Comment est défini ce statut de patient guéri, sachant qu'il y a des patients qui sortent en ayant encore des symptômes? Non, en pratique, ça c'est vraiment important de le dire. Les patients ne sortent pas contagieux de l'hôpital. Ce qu'ils ont encore, parce que souvent certains partent vers des services de rééducation par exemple, c'est qu'ils sont sortis de l'hôpital et qu'ils ont encore besoin de soins, parce que comme je vous le dis souvent, on ne rentre pas chez soi en sortant de réanimation parce qu'on a besoin de reprendre une activité cardiaque, une activité respiratoire normale, d'avoir des soutiens infirmiers, d'avoir des soutiens de kinésithérapeutes, de reprendre une fonction respiratoire. Mais on ne laisse pas sortir de l'hôpital des personnes qui sont contagieuses. Quand les sorties se sont confirmées à l'hôpital, ce sont des sorties de personnes guéries vis-à-vis de l'infection. Ce ne sont pas forcément des personnes qui n'ont plus aucun symptôme parce qu'elles sont encore fragiles sur le plan cardiaque ou respiratoire, mais c'est important de le préciser. De même que je le dis aussi tous les soirs, mais c'est vraiment important. La semaine dernière, Santé publique France nous parlait de 42 000 patients probables en ville, et c'est probablement un chiffre encore plus important au cours de cette semaine qui va nous être dévoilé par Santé publique France prochainement. Ces dizaines de milliers de personnes malades avec des symptômes bénins en ville évoluent, et on le voit souvent dans la presse, bien, et en quelques jours, les gens vont bien et disent « je n'ai plus de symptômes ». Et donc quand on est à la maison avec un peu de fièvre, avec une toux sèche, avec quelques symptômes, et qu'au bout de 2 ou 3 jours, il n'y a plus aucun symptôme, on est guéri. Et heureusement, il y a des dizaines de milliers de Français qui ont cette évolution favorable et qui rejoignent donc cette cohorte de personnes guéries. Une question pour VL Média. Alors que les hôpitaux publics en Île-de-France sont proches de la saturation, comment les hôpitaux privés sont associés à la prise en charge de malades de Covid-19 et leur engagement vous semble-t-il suffisant? Oui, absolument. C'est une très belle mobilisation de l'ensemble des établissements privés. Ils réagissent d'une double façon. Soit ils ont la capacité d'accueillir des patients Covid, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des cliniques chirurgicales par exemple. Et donc, s'ils ont des capacités d'accueillir, ils le font. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le Grand Est, en Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Île-de-France, tous les établissements privés sont mis à contribution pour accueillir des patients Covid, en médecine, en soins intensifs, en soins continus, en réanimation. Et puis, il y a quelques établissements privés qui n'ont pas la capacité d'accueillir, mais qui mettent à disposition leur matériel de bloc opératoire, leur matériel d'anesthésie et leurs équipes. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai lancé un appel aux soignants qui se trouveraient sans activité ou qui seraient prêts à être volontaires pour renforcer les équipes. Il y a en Île-de-France, il y a probablement aussi pour le Grand Est, des soignants encore disponibles ce soir qui ont envie d'aider, qui souhaitent aider. Et donc s'ils ont des compétences en réanimation, s'ils pensent pouvoir aider les équipes de réanimation du Grand Est ou de l'Île-de-France, il faut qu'ils puissent se porter volontaires dès ce soir. Une question pour le Huffington Post. Quel est le seuil au-delà duquel le nombre d'hospitalisations va poser des problèmes d'engorgement dans les hôpitaux? Alors, comme je vous l'ai dit ce soir, la situation est très tendue en Grand Est. La situation est très compliquée aussi en Île-de-France. Ce sont des régions qui sont fort heureusement bénéficiaires de l'aide nationale, puisque je vous ai cité tous les transferts qui ont lieu depuis le Grand Est vers d'autres régions, depuis la Bourgogne vers d'autres régions. Et puis en Île-de-France, c'est un peu particulier parce que c'est la région capitale. Il y a beaucoup de capacités de réanimation et donc nous avons vraiment, là encore, la possibilité, du fait de la présence de lits et de matériel, d'accueillir des soignants pour aider. C'est comme ça que l'on préserve notre capacité d'accueil optimale en réanimation. Et puis sinon, je l'ai dit aussi, nous continuerons à transférer des patients vers des régions moins touchées par l'épidémie. Une question de CNN. Le CHU d'Angers a annoncé aujourd'hui lancer une étude sur l'hydroxychloroquine sans engagement financier de l'État. Qu'en pensez-vous et pourquoi n'ont-ils pas eu de financement de l'État? On a déjà dit à plusieurs reprises, tous les médecins qui ont souhaité mettre en place des protocoles, et là encore il y a un cadre réglementaire en Europe et en France. Un protocole, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est simplement de proposer à un patient une recherche, de lui expliquer quelle sera cette recherche et de mettre en place une comparaison
entre un traitement qu'on souhaite tester et un autre. Souvent, entre un traitement dont on ne connaît pas l'efficacité et un placebo. Et donc, l'intérêt de ce protocole que vous citez, c'est qu'effectivement, c'est le traitement hydroxychloroquine versus placebo, on compare. On ne sait pas, c'est ce qu'on appelle un double aveugle, on ne sait pas ce que reçoit le patient, le médecin ne le sait pas non plus, et c'est la seule façon d'aller rapidement acquérir des connaissances et de statuer vite pour savoir si effectivement ce traitement a un intérêt ou n'en a pas. Et c'est important évidemment pour les Françaises et les Français que d'avoir cette réponse rapidement. C'est un essai qui est d'ailleurs multicentrique, il y a beaucoup d'hôpitaux qui souhaitent y participer, et tant mieux. Et on a toujours dit que le gouvernement français soutenait les protocoles de recherche qui ont un objectif de production de connaissances scientifiques. Et dans l'épidémie que l'on connaît, la production de connaissances scientifiques est indispensable et urgente. Une question pour Sciences et Avenir. Le transfert de patients d'une région à une autre est-il fiable sur le long terme ? Alors, il est fiable sur la sécurité. Moi, je suis admiratif des équipes qui se mobilisent parce que quand on voit un TGV médicalisé, on a l'impression que c'est assez simple. En fait, c'est particulièrement compliqué. Il faut sélectionner des patients relativement stables. Vous avez vu que ce sont des patients de réanimation qui bénéficient d'une assistance respiratoire, qui vont être transférés de leur chambre vers une ambulance de réanimation, de l'ambulance de réanimation vers une voiture de TGV, qui vont être surveillés pendant tout le trajet et qui ont à chaque fois la présence d'une équipe complète de réanimation dans la voiture du TGV. Donc c'est un processus très lourd, mais parfaitement fiable pour la sécurité des patients. Ensuite, vous imaginez bien que ce type de transfert est totalement inédit dans l'histoire récente de la France et en temps de paix, et même, j'allais dire, sans précédent, puisque même pendant les périodes de conflit que la France a connues, nous n'avions pas de transfert de patients dits réanimatoires. Nous avions des grands blessés, mais à l'époque, il n'y avait pas ce type de prise en charge avec assistance respiratoire. Une question pour CNews. Demain, 38 malades doivent être transférés par TGV vers la Bretagne. Pouvez-vous nous en dire plus ? Avez-vous plus de détails sur la destination, la gare ? Non, je ne sais pas les destinations, les gares, et je pense que les Français juste réalisent combien nous sommes devant une opération totalement inédite, avec des évacuations de patients d'Île-de-France vers les régions de l'Ouest, vers les régions du Sud-Ouest, vers les régions du Sud. On voit bien qu'il y a un gradient nord-est-sud-ouest de cette épidémie. On l'observe bien depuis plusieurs jours. Les principales régions touchées sont Grand Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France. D'autres régions ont moins de pression sur leur système de soins, et donc nous mettons en place ce mécanisme d'entraide dans les deux sens, parce qu'il faut aussi rappeler que certes des patients sont évacués, mais aussi il y a des dizaines de soignants qui montent au front, qui vont renforcer les équipes de Grand Est, qui vont renforcer les équipes de Hauts-de-France, qui vont renforcer les équipes d'Île-de-France avec du matériel. Nous envoyons du matériel tous les jours, et donc il y a ce double sens de renfort et d'évacuation. Une question pour Reuters. S'agissant de la montée en puissance des tests de dépistage annoncés samedi dernier, 50 000 par jour fin avril, pouvez-vous nous indiquer s'il s'agirait de tests qui seraient pratiqués par les laboratoires de ville ou dans des infrastructures publiques ou les deux, et si tel devait être le cas, avec quelle répartition, avec quelle machine et combien ces tests seraient réalisés ? Alors là, on parle des tests PCR. Évidemment, ça concerne aussi bien le public que le privé. D'ailleurs, le privé, je vous l'ai dit ce soir, pratique de plus en plus de tests, et tant mieux, nous avons besoin des deux. Et donc les machines que nous avons acquises sont des machines automates qui permettent de faire 2000 tests chacune. Et l'idée est évidemment importante ce soir, et je la partage avec vous, c'est que l'ensemble du territoire national puisse bénéficier de ces tests. Et l'idée est effectivement que nous puissions bénéficier tous ensemble, tout le territoire national, les Outre-mer évidemment sont incluses, pour accéder à ces plateformes à haut débit, pour pouvoir rapidement augmenter notre capacité de test PCR, c'est-à-dire notre capacité de test de patients malades, suspects d'être infectés par le virus du Covid. Une question pour le généraliste. Un syndicat d'anesthésistes vous a interpellé sur le cas de médecins retraités de la réserve sanitaire mobilisés contre le Covid-19. Avez-vous pris des dispositions particulières pour ces médecins plus exposés du fait de leur âge ? Et allez-vous par ailleurs créer un registre des soignants contaminés par le SRAS-CoV-2, comme le réclament certains syndicats ? Alors, sur les médecins retraités, comme les soignants d'ailleurs retraités, nous savons qu'une attention doit être portée au lien entre l'âge et la gravité de la maladie. Donc nous faisons attention à ce que les personnes les plus âgées, entre guillemets, puis qui se portent volontaires, ne soient pas les plus exposées. C'est notamment pour ça que de nombreux médecins retraités ont rejoint les centres 15 pour de la régulation, pour du conseil médical, voire pour de la téléconsultation.
Ensuite, sur le sujet du registre, je suis plus mal à l'aise pour la raison suivante, c'est que d'abord, il y a des professionnels de santé qui ne souhaitent pas être associés à cette démarche, qui se considèrent comme des patients comme les autres et qui ne souhaitent pas que l'on tienne un décompte un peu macabre du nombre d'infirmières, d'aides-soignants ou de médecins qui sont infectés, ce d'autant que d'autres professionnels pourraient dire qu'ils sont tout aussi concernés parce qu'ils participent de la chaîne de prise en charge. Donc nous sommes évidemment très attentifs à ce que l'ensemble des professionnels du secours, du transport à personne, de l'ensemble de la chaîne hospitalière, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a des directeurs d'établissement, il y a des responsables administratifs, donc tout le monde est concerné, notamment dans les régions les plus touchées, et donc c'est un effort considérable de protection de ce personnel de santé, mais c'est aussi évidemment un constat extrêmement triste que nombreux sont les professionnels de santé qui sont atteints par cette infection. Une question pour la PM. Combien de personnes sont sorties de réanimation? Quelle part des patients en réanimation cela représente-t-il? Et quelle est la durée moyenne de séjour constatée? Quel est le parcours qu'ils suivent après? Observation, rééducation? Alors, ce que je vais vous expliquer sur la réanimation, c'est que chaque malade de réanimation est différent. Les réanimateurs nous le disent tous les jours, on a énormément d'échanges avec eux. Certains ont des profils strictement respiratoires, ils ont juste, entre guillemets, une détresse respiratoire qui est prise en charge par la ventilation mécanique. D'autres ont des tableaux beaucoup plus sévères qui dépendent de leur âge, qui dépendent de leurs facteurs de risque, qui dépendent de la réaction de l'organisme à l'infection, avec des défaillances dites multiviscérales. Il y a beaucoup d'organes qui dysfonctionnent, ça peut être le cœur, ça peut être les reins. Et donc, le pronostic du patient est très différent selon la gravité de son infection initiale. Le suivi n'est pas le même. Un patient qui respire beaucoup mieux tout seul peut rapidement retourner en médecine et ensuite chez lui. Un patient qui a eu une défaillance multiviscérale, qui a des problèmes cardiaques associés, des problèmes rénaux associés, va être beaucoup plus long à prendre en charge. La moyenne de séjour en réanimation est environ de 15 jours, ce qui est déjà une réanimation lourde. Et en sortie de réanimation, tous les parcours sont possibles. Le passage rapide en médecine, le passage au bloc opératoire parfois pour des complications, ou la prise en charge dans un service dit de soins de suite, de rééducation, de réadaptation cardiaque ou respiratoire. Mais beaucoup de patients, et c'est important, sortent de réanimation, et c'est une victoire, parce que chaque décès est un désastre pour toute l'équipe, est un drame pour toute l'équipe qui s'est occupée du patient, mais chaque patient qui sort de réanimation est une victoire. Et heureusement qu'ils sont nombreux. C'était la dernière question, je vous remercie.